Au sommet de ce journal, le projet d'irrigation localisée de résilience agricole accueilli en fanfare à Ouéguia. Ce sont plus d'1,5 milliard de francs CFA qui seront investis pour soutenir les producteurs et plus particulièrement les personnes déplacées. Le lancement à suivre dès le début de cette édition. Des inondations en perspective au Burkina Faso pour la présente saison des pluies. Les prévisions météorologiques annonçaient déjà les couleurs. Dans ce journal, un rappel et des consignes pour éviter le pire en cas d'averse. Une balade matinale sur le marché de cochons à Pabré. Le constat sur place, la demande dépasse l'offre et c'est un véritable filon. Selon les acteurs, nous verrons cela dans quelques instants. Et un autre constat sur un marché, lui qui fait grise mine. Cette fois, celui des objets d'art, une morosité à mettre au compte de la crise sécuritaire et de la pandémie du Covid-19, impressions et commentaires des acteurs à suivre dans ce journal. L'invité du grand format de ce dimanche est le directeur général de la protection civile pour nous parler de la saison des pluies et son lot d'inondations et de tragédies. Avec le colonel-major Lazare Yago, nous aurons les conseils d'usage pour notre sécurité. Bonsoir, merci de nous suivre. Plus d'1,5 milliard de francs CFA pour booster la mécanisation agricole dans le Nord. C'est ce qu'apporte le projet d'irrigation localisée et de résilience agricole au Burkina Faso dans le Nord. Le projet sur le terrain, ce sont des tracteurs, des motopompes, engrais et semences à la disposition des producteurs et des personnes déplacées. C'est une campagne agricole donc, qui s'annonce très bien dans la région, nous disent Issoufou Kabouré et Abdoul Rasmane Zongo. Voici un projet pour 4 régions du Burkina Faso, le projet d'irrigation localisée et de résilience agricole au Burkina Faso, lancé ce 18 juillet à Ouéguia. C'est un projet pour travailler dans la maîtrise de l'eau, c'est-à-dire l'irrigation et la résilience des communautés. Et ce programme va surtout toucher les femmes et les jeunes et les personnes déplacées internes. D'une part, 5 coopératives reçoivent individuellement un tracteur, soit au total 5 tracteurs, et d'autre part, 2000 agricultrices, dont 500 personnes déplacées, bénéficient de plus de 200 motopompes, des tonnes d'intrants tels des engrais et des semences améliorées. Si les femmes bénéficient de quelque chose, donc c'est toute la communauté qui a bénéficié. On va pousser les femmes à travailler davantage dans le maraîchage et l'agriculture. Ce projet a été rendu possible grâce à la facilitation financière de la coopération autrichienne. C'est suite à des résultats très concrets que nous avons vus et qui ont fini de nous convaincre, mais c'est autre chose aussi. C'est la consécration d'un partenariat vraiment très développé entre le Burkina et l'Autriche. Donc, eu égard à tout ceci, on ne peut pas être insensible. Le projet a un coût de plus d'1,5 milliard de francs et concerne les régions du Nord, des hauts bassins, de la boucle du Mougoun et du centre-ouest et vise à terme à minimiser ou à enrayer la précarité des populations bénéficiaires dues aux effets du terrorisme et du Covid-19. Nous restons dans la région du Nord pour aller à la trace d'un monstre sacré de la lutte contre la désertification. Yacouba Sawadougou, prix Nobel alternatif 2018, poursuit ses actions de régénération avec la même conviction et toujours confronté aux mêmes difficultés. Immersion dans la forêt de celui qui veut reverdir le désert avec Irénée Kabouré et Moussaki. Yacouba Sawadougou, l'homme de Gourga aux multiples appellations, le cultivateur qui a repoussé le désert, le dernier rempart à l'avancée du désert ou le fou du Burkina, ou encore le lauréat du prix Nobel alternatif 2018. L'homme fait de la récupération des terres dégradées sa principale mission sur terre. Creuser, mettre les feuilles et les bois morts dans des trous. Ici, pas de répit. Depuis la reconnaissance de son travail au niveau international. Nous faisons cela pour restaurer la flore et permettre aux animaux de vivre ici. Vous savez, c'est un projet pour tout le monde. Bangre Raoga,
où le temple du savoir, d'une superficie de 27 hectares, change progressivement de visage. Une retenue d'eau, un hall pour la formation à l'intérieur. Bienvenue alors à l'école de la forêt du Vieux Yacouba, autrefois appelée les journées du marché. Je veux des idées pour une vie meilleure. Cette feuille, par exemple, c'est de l'argent si nous mettons notre savoir dans la recherche. Yacouba Sawadogo prend de l'âge, 74 ans aujourd'hui, et il transmet à son fils le savoir sur les arbres et sur les animaux sauvages. Un héritier qui, après formation à l'École nationale des eaux de forêt, est spécialiste de la production des pépinières, surtout des espèces en voie de disparition. Toutes les plantes qui sont en voie de disparition là, ce sont des espèces utiles que les gens utilisent dans la médecine traditionnelle, comme les Combretum micranthum, les Hieres senegalensis, les Ficus ingens, et les Ficus platyphylla, les Combretacées, les Balanitacées, les Favacées. Le travail mobilise toute la famille et même les déplacés internes. Ici, les femmes sèment les grains des arbres et les hommes ramassent les cailloux pour les diguettes. Tous ont pris conscience de l'utilité de la nature et décident d'apporter leur soutien aux vieux. Nous sommes ici pour chercher de quoi vivre. Nous avons abandonné nos villages pour l'insécurité. Nous gagnons de l'argent. Le boulot de la famille Sawadogo se complique au fil du temps avec la divagation des animaux. Le lotissement de la ville de Waïguia, les habitations spontanées et la coupe du bois de chauffe sont aussi indexées. Toutes choses qui troublent actuellement le sommet du lauréat du prix Nobel alternatif 2018. Et la forêt classée de Bangre-Wego à Ouagadougou, elle abrite plus d'1 millier de crocodiles. Et jusque-là, tout se passe bien, sauf en cas de forte pluie comme celle enregistrée mercredi dernier. La montée des eaux draine alors les sauriens hors de leur habitat naturel et ils se retrouvent dans les rues et dans les concessions. En pareille circonstance, que faut-il faire? Le directeur général du parc donne explications et consignes à Kwale Nebié et Issa Kanana. Un crocodile en pleine ville de Ouagadougou ce mercredi 15 juillet. L'image a fait le tour des réseaux sociaux. Les fortes pluies tombées ce jour ont drainé les sauriens hors de leur biotope. Le parc Bangre-Wego, leur milieu, est débordé et l'inexistence de clôture à certains endroits a facilité leur sortie. Le parc urbain Bangre-Wego est clôturé. Il y a une clôture physique qui fait 7,5 km de périmètre. Et au temps où cette clôture était en bon état sur tout le périmètre, donc les crocodiles à l'intérieur ne pouvaient pas sortir. Malheureusement, cette clôture avec le temps s'est dégradée. Et du fait que la clôture soit par endroits inexistante d'ailleurs, donc ça fait qu'il y a des sorties possibles de ces reptiles-là hors du parc. Une situation qui pose du coup un problème de gestion de ces reptiles estimé à plus d'1 millier au sein de Bangre-Wego. Pour ce cas précis, où il y a eu la pluie du 15 juillet, et avec une montée, donc le parc s'est gonflé d'eau, donc ça a provoqué un mouvement de crocodiles. Bon, là où ils n'arrivaient pas, à la faveur de l'eau, ils arrivent, ils font, en tout cas, j'allais dire qu'ils sont plus disséminés. Pas de panique donc, ces sauriens sont inoffensifs, sauf en cas de provocation. Quand vous voyez les animaux, vous circulez, vous les voyez au bord des routes, vous pouvez les regarder, mais il ne faut pas les inquiéter. Il y a des curieux qui vont jusqu'à vouloir s'asseoir dessus pour faire des photos. Donc vous comprenez que si quelqu'un perdait sa fesse pour cela, donc on ne pourra pas dire que non, c'est l'animal qui a agressé, mais en réalité, on a agressé l'animal. En attendant, il est prévu un aménagement du parc afin de contenir ces crocodiles dans leur milieu naturel. Donc ça fait que les crocodiles vont recoloniser leur biotope normal et avec l'érection d'une nouvelle clôture, donc les crocodiles ne pourront plus sortir. Donc du coup, c'est peut-être une solution qui est envisagée à terme. Il faut toutefois signaler la présence de ces crocodiles hors du parc en appelant le numéro vert de la police municipale, le 80 0011 03.
Et les grosses pluies enregistrées cette semaine dans la capitale burkinabé et dans d'autres localités du pays ont occasionné des inondations, comme vous l'avez vu dans les images, et des drames avec des pertes en vies humaines, ce qui n'est pas donc pour faciliter les choses. Et la météorologie, en début de saison, avait rappelé ses prévisions. Les dernières averses sonnent donc comme une piqûre de rappel, comme nous le dit Vincent Kendrebego dans ce commentaire. Plusieurs semaines après l'installation de la saison des pluies, beaucoup pouvaient toujours se douter des sombres prévisions météorologiques qui annonçaient de fortes pluies cette année avec des risques importants d'inondation. Mardi 15 juillet, les Ouagalais et une bonne partie du pays se réveillent avec une forte hantise. Une forte pluie s'abat sur la ville et dure toute la nuit précédente et une bonne partie de la matinée. Plusieurs quartiers de la capitale sont inondés. Beaucoup ont les pieds sous l'eau. Ici, des images du quartier jouxtant le canal Anayele. Le centre-ouest, le centre-nord, dans toutes ces régions, des localités subissent la furie des eaux. L'ensemble du territoire national est concerné par ces fortes précipitations, une première de la saison. Dans certains sous-centres d'examen, la crue des rivières entraîne l'absence de certains candidats au BPC qui se voient accorder une seconde chance pour se rattraper cas de force majeure oblige. Le pire viendra du département de Boudri dans le Grand Zourou. Le préfet du département et sa délégation en mission dans le cadre des examens scolaires périssent par noyade en tentant de traverser une rivière et c'est tout le pays qui est affligé. Et au moment où les prévisions météo se concrétisent, les populations sont appelées plus que jamais à prendre des précautions pendant que l'autorité en charge de la protection civile s'apprête à parer à toute éventualité. Et pour être plus complet sur le sujet, nous retrouvons notre invité de ce dimanche. Il s'agit du directeur général de la protection civile, le colonel-major Lazare Yago. Bonsoir, mon colonel. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Grand Journal. On a vu des quartiers inondés donc dans ces images, des habitations envahies par les eaux, des pluies. Et de façon générale, en pareille circonstance, comment on doit réagir? Il faut dire effectivement que les prévisions météo donc, pour la saison hivernale en cours sont en tout cas bonnes. Les prévisions sont très bonnes et il est prévu donc une bonne pluviométrie et voire même une pluviométrie excédentaire, même trop bonne je peux dire. Donc du coup nous aurons donc à faire face donc, à ce genre de situation-là. C'est pour ça donc qu'il faut prendre des mesures de prévention, des mesures de prévision et des mesures d'intervention. Et donc par rapport à cela, donc, le ministre en charge de la protection civile a depuis le mois de juin pris une circulaire à l'intention donc des gouverneurs et des maires pour leur donner un certain nombre de recommandations. Et donc, je peux vous en parler un peu plus longuement si le temps nous le permet. Alors, donc, comme on l'a dit, en cas d'inondation, quand les habitations sont envahies par les eaux, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, lorsque les eaux sont déjà là, il faut justement faire en sorte de pouvoir faire partir l'eau. Okay. Et donc, il faut d'abord, il est important d'abord de faire de bonnes constructions en amont. Il faut d'abord bien construire, mettre les maisons en hauteur, prévoir des pentes pour l'écoulement de l'eau. Et si malgré cela, maintenant, donc, on a encore de l'eau, on peut faire des petites rigoles pour que l'eau puisse s'écouler et faire des trouaisons donc, au niveau des murs pour que l'eau puisse s'échapper. Ça, c'est au niveau des maisons. Au niveau des maisons. Mais au niveau des villes, également aussi, il y a des mesures à prendre. Il faut déjà empêcher les personnes, les populations de s'installer dans les zones inondables. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. On a encore plein de personnes qui sont installées donc dans des zones inondables. Il faut veiller à ce que ces personnes-là quittent ces zones-là, ne serait-ce que pour la saison hivernale. Voilà, donc ces zones-là sont identifiées, sont connues et il ne faut pas s'y installer. Deuxièmement, il est important aussi de penser à débarrasser les caniveaux des ordures. Et lorsque le sable envahit donc les caniveaux, il faut également les curer, de façon à libérer donc le passage de l'eau. Donc il y a un certain nombre de mesures comme ça que nous avons donc recommandées donc aux gouverneurs et aux maires, et il faut absolument les mettre en pratique. En cas d'inondation, mon colonel, est-ce qu'on peut trouver refuge dans son véhicule?
Non, le véhicule n'est pas un bon refuge. Et pourquoi alors? Parce que le véhicule peut être emporté par les eaux. Comme on l'a vu, à Boudry, dans le cas dramatique de Boudry. Et l'eau n'est pas un refuge. Il faut plutôt chercher... le véhicule n'est pas un refuge. Il faut plutôt chercher à s'abriter dans une maison, dans un endroit clos et solide. Un véhicule, il est mobile et donc il peut être emporté donc, par la force des eaux. Alors, est-ce que si on est surpris par une forte pluie en pleine circulation, qu'est-ce qu'il faut faire au volant? Lorsqu'on est surpris par une forte pluie en pleine circulation, le mieux, c'est de stationner, attendre que donc, la pluie s'arrête et que le niveau de l'eau baisse avant de poursuivre son chemin. Il ne faut pas oublier aussi quand il pleut fort, la visibilité est très mauvaise, donc pour circuler, c'est pratiquement difficile, en tout cas voire très imprudent. Alors vous parlez de votre circulaire, mon colonel. Oui. On a vu que les populations installées dans les zones à risque, ils sont confrontés à beaucoup plus de risques que ceux qui sont installés dans des zones normales. Est-ce qu'il faut les obliger à déguerpir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah oui, il faut absolument déguerpir les populations qui sont installées dans des zones inondables. Sinon, ouais, vous verrez qu'il va y avoir des problèmes, il va y avoir des inondations et on aura beaucoup de sinistrés. Donc, il faut avoir le courage de les déguerpir donc, de ces zones inondables. Il faut d'ailleurs les empêcher de s'y installer. C'est ça qu'il faut faire d'abord. Trouver des zones, en tout cas, le ministère en charge de l'urbanisme a défini donc des différentes zones inondables dans les communes et les régions. Il faut absolument respecter donc ces consignes-là, ne pas s'installer en zone inondable. Et lorsqu'il y a des personnes qui s'y installent, il faut les déguerpir, voire par la force. Absolument. Ok, il y en a aussi qui trouvent refuge sous les ponts, surtout ceux qui sont en moto ou à vélo. Et sous un pont, ça peut être extrêmement dangereux parce que justement... Le pont des échangeurs, par exemple. Sous l'échangeur, encore, ça va. Sous l'échangeur, ça va. Mais sous un pont, c'est un endroit d'écoulement de l'eau. Il ne faut pas donc rester donc, à cet endroit-là quand il y a de fortes pluies avec beaucoup d'eau. Mais on peut stationner donc sous un échangeur, oui, ça c'est possible. En tout cas, il faut éviter donc tous les passages d'eau. Là où l'eau doit s'écouler, il faut éviter. Il faut monter plutôt sur des hauteurs, si possible, ou en tout cas s'abriter donc dans une maison. Il y en a qui s'abritent, les abris bus aussi, il y a beaucoup de gens qui se réfugient là. Avec ces vents violents, est-ce que c'est prudent? Non, les abris bus, ce n'est pas très prudent parce qu'effectivement, les abris bus peuvent être emportés par les vents. Si les vents sont très forts, ça peut créer des dégâts. Et donc, il faut éviter, même les arbres, il faut éviter d'être sous les arbres lorsqu'il y a de fortes pluies et beaucoup de vent, parce que justement, donc, des branches peuvent tomber, l'arbre même peut tomber lorsque la pluie est vraiment importante. Okay. Voilà, monsieur, à vous, mon colonel, merci d'être venu. À moins que vous n'ayez un message spécial. Non, je pense qu'il faut que tout le monde prenne conscience que, donc, dorénavant, avec les changements climatiques, on aura à faire face à ce genre de pluviométrie-là, donc à faire face à des inondations. Donc il faut que durant la saison hivernale, il faut que tout le monde prenne ses dispositions. Il faut que chacun fasse attention à son niveau, éviter au maximum les déplacements. Et lorsque surtout il pleut, il faut patienter, attendre que le niveau des eaux baisse avant de poursuivre son déplacement. Merci beaucoup. Oui, allez-y. Nous allons dorénavant et chaque année entreprendre un mois de préparation donc, pour la saison hivernale, notamment au mois d'avril ou de mai, où tout le mois sera consacré donc, au curage des caniveaux, au nettoyage et tout ça, et à la sensibilisation des populations de façon à passer donc, cette étape hivernale de façon plus sereine. Merci beaucoup, mon colonel, d'être venu sur notre plateau pour nous parler de la protection civile, surtout en cette période de saison des pluies. Vous restez avec nous pour la suite de notre journal. Une réconciliation nationale inclusive, des élections apaisées, ce sont là les points essentiels du message au cœur de la tournée du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale auprès des notabilités religieuses et coutumières du pays. La délégation du Ashkroun partage sa vision de la paix et de la cohésion sociale avec les chefs traditionnels de Bobo Dioulasso et sollicite bénédiction et accompagnement. Nous voyons tout cela avec Lamine Karantao et Ali Traoré.
Dans sa quête pour la paix et la réconciliation, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale sollicite l'accompagnement des coutumiers. Avec le chef de canton de Bobo-Dioulasso, le H-Kroun a parlé du retour de la paix, mais aussi et surtout la tenue des élections à venir dans un climat apaisé. Nous sommes venus ce matin aussi partager avec lui notre mission, l'étape où nous en sommes de son accomplissement et ce que nous souhaitons développer dans les jours et semaines à venir pour consolider encore plus le processus de réconciliation que nous avons entamé il y a quelques années déjà. Cette démarche est saluée par le chef de canton de Bobo-Dioulasso qui a affirmé sa disponibilité à accompagner le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale dans sa quête permanente de la paix. Le chef de canton a répondu à H-Kroun comme quoi, par rapport aux élections apaisées, il a même parlé de Covid-19 qui est là, du terrorisme qui est là, et tous les partis politiques qui passent en général et les informent comment, avec tous ces problèmes qui nous minent, ils n'ont qu'à voir comment donner le bon message à la quête des voix pour ne pas que la population même, il y ait des problèmes encore avec la population. Avant l'étape de Bobo-Dioulasso, le H-Kroun a effectué la même démarche avec le chef coutumier de Ouagadougou, de Waiguya, de Tenkodogo et de Gawa. C'est un message de soutien et d'encouragement que le gouvernement, par la voix du ministre en charge de l'Éducation nationale, apporte aux populations victimes de menaces terroristes dans la boucle du Moun en général et aux acteurs de l'éducation en particulier. Échanges et visites de terrain rythment cette sortie du professeur Stanislas Ouaro que nous résument Yves Rwamba, Edouard Ouedraogo et Hélène Sebogo. À Bokui et à Bana, dans la province du Mouhoun, les travaux de ces chantiers connaissent des retards dans leur mise en œuvre. À travers ces échanges, le ministre en charge de l'Éducation nationale veut rassurer les populations bénéficiaires. L'école de Bokui sera normalisée à la rentrée prochaine. Le village de Bana aura son école bilingue à cette même rentrée scolaire. J'ai demandé à mon directeur des marchés publics de convoquer immédiatement les deux entreprises, la structure chargée de la construction et l'entreprise chargée du contrôle donc des infrastructures pour une rencontre lundi. Et donc ils seront instruits de corriger ces imperfections et d'être présents parce que contrairement à cela, nous allons faire un rapport à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, demandant à son Excellence de demander à l'ARCOP de suspendre ces entreprises à la commande publique. Autre lieu, autre réalité, à Boron et à Maïmasso, toujours dans la province du Moun, le représentant du gouvernement réconforte ces populations. C'est une zone qui a fait l'objet donc d'agressions, on va dire d'agressions terroristes depuis le 19 janvier. Ce qui a provoqué donc la panique et la fermeture des établissements scolaires de ces localités. Donc je tenais à venir justement pour encourager la population et rassurer la population que c'est un phénomène que nous avons compris qui est là et pour lequel donc le gouvernement travaille avec les forces de défense et de sécurité pour apporter la quiétude aux populations. À Sokui, le professeur Stanislas Ouaro apporte une bonne nouvelle à la population. Le CEG sera érigé en lycée à partir de la rentrée scolaire 2020-2021. Les infrastructures complémentaires sont attendues afin de permettre aux élèves de rester sur place jusqu'à l'obtention de leur baccalauréat. L'année académique qui s'achève sur une belle note à l'Institut international Ben Gourion à Ouagadougou au dire des responsables d'études. La formation professionnalisante en agriculture et élevage est l'option dans cette école pour donner une plus-value au développement rural. La cérémonie de fin d'année avec Adama Guiti et Moumouni Soubega. Institut international Ben Gourion, une nouvelle école de formation professionnelle et d'enseignement technique dans le système licence master.
formés pour faire face à l'impossible. C'est la devise de l'Institut. Et l'approche développée par Ben Gourion est de former des jeunes professionnels et qualifiés pour transformer le secteur de l'agriculture et de l'élevage au Burkina Faso. L'Institut met beaucoup plus l'accent sur l'innovation, la formation par apprentissage, la mise en place d'une stratégie de formation couplée avec une incubation entrepreneuriale, même avant la fin de leurs études. Et aujourd'hui, l'Institut international Ben Gourion achève sa toute première année académique. Au cours de cette année académique 2020, l'école a pu former 760 jeunes en énergie solaire. Nous avons commencé avec 3 étudiants en BTS agriculture. Donc à ce jour, nous pouvons dire que pour l'énergie solaire, on a déjà formé près de 760 jeunes en partenariat avec l'Agence des énergies renouvelables. Nous planifions encore de former près de 1000 producteurs sur les techniques innovantes de production du manioc bio. Un renforcement des capacités que cette première promotion juge déjà satisfaisant. On a eu apprendre ce qu'on a voulu apprendre cette année. On a eu à faire la théorie, un peu de pratique. Ils ne veulent pas former quelqu'un pour aller déposer un concours. Ils veulent éveiller en nous le sentiment d'entreprendre. L'Institut international Ben Gourion regorge d'un personnel enseignant professionnel et engagé, selon le président directeur général de l'Institut. Un marché exclusivement dédié aux cochons, c'est à Pabré, à quelques encablures de Ouagadougou que cela se passe. Il faut y aller pour comprendre que le business du porc est un bon filon, car sur place, l'on constate que la demande excède l'offre et conséquence, il faut y aller aux aurores pour avoir la marchandise. C'est ce qu'a fait notre équipe de reportage. Résumé, Rasmane Zoundi, Sekou Zongo. Pabré, il est 5h15 du matin. Ici, nous sommes sur l'un des plus grands sites pourvoyeurs de cochons de la ville de Ouagadougou. Un marché réservé aux porcs qui se tient tous les jours entre 2h et 7h du matin. Un rendez-vous bien matinal pour ces acteurs. Et dans ce marché, on y retrouve éleveurs, vendeurs, démarcheurs et acheteurs. Chacun d'eux tire son épingle du jeu. Lui, ce n'est pas pareil, toi. Comme vous le voyez, nous vendons des cochons ici et c'est avec ce que nous gagnons que nous gérons nos familles. J'ai amené 5 porcs. On peut dire qu'aujourd'hui le marché a été fructueux, mais hier j'ai eu des pertes. Ce marché existe depuis près de 20 ans, selon Alassane Emmanuel Taoussa. Et en 2 décennies, certains sont passés maîtres dans le choix des bêtes, des vétérinaires de fortune. Nous avons plusieurs techniques pour détecter l'animal malade. Et c'est ainsi que nous observons très bien avant d'acheter. Le coût du cochon n'est pas l'inquiétude majeure de ces charcutiers et vendeurs. Les maladies porcines et la disponibilité de l'animal constituent une équation à plusieurs inconnus, disent-ils. C'est à cause des maladies du porc que nous avons moins d'affluence dans notre marché. Et notre souhait, c'est qu'on trouve une solution à cela. Les animaux que nous trouvons ne suffisent pas à approvisionner le marché, mais on force pour ne pas rester à ne rien faire. De 12 000 à 100 000 francs CFA, le porc se vend bien ici. Un marché à ciel ouvert qui nécessite une meilleure organisation selon les premiers responsables. En attendant, ces acheteurs font de bonnes affaires. Direction Ouagadougou. Dans quelques heures, le porc au four sera servi aux clients. Direction Boussé, où la Croix-Rouge burkinabé s'installe pour apporter assistance et secours aux personnes vulnérables. Le comité provincial de la Croix-Rouge est composé d'une dizaine de membres que nous présentent Daouda Ouattara et Maxime Zongo. Implantée dans toutes les provinces du Burkina, la Croix-Rouge du Kourouyogo, pour des raisons diverses, connaissait une léthargie et c'est pour donner un nouveau souffle à ce mouvement humanitaire dans la localité qu'une nouvelle structure a été suscitée. Grâce
un fils, un digne fils de Boussé, qui a voulu que la Croix-Rouge se remette debout. Il nous a approchés pour nous demander si on peut l'aider à remettre la Croix-Rouge en selle. Forte de 14 membres, la nouvelle équipe a pour mission de relever le défi de l'assistance humanitaire. Les occasions auxquelles nous allons intervenir, comme partout ailleurs que la Croix-Rouge intervient, suite à des problèmes d'ordre catastrophique, suite à des problèmes de maladie, comme nous vivons le Covid-19, nous avons des déplacés. Nous avons beaucoup de déplacés, des enfants, des femmes, des vieilles personnes qui sont là et qui n'ont même pas un lieu pour travailler, pour cultiver, ils ne savent pas comment faire. Présente au Burkina depuis 1961, la Croix-Rouge a pour mission d'œuvrer au respect de la dignité humaine, prévenir et alléger les souffrances des hommes, améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables. L'humanitaire donc, l'impartialité, la neutralité, l'indépendance, le volontariat, l'unité et l'universalité sont les principes fondamentaux de la Croix-Rouge. Rien ne vaut la vie et il faut la protéger, c'est la conviction au sein de l'association Vim Koroshi qui a vite fait de dédier une journée nationale à la vie. À l'occasion, un panel est organisé à Ouagadougou sur les notions de promotion et de protection de la vie. On en sait davantage avec Paul David Bambara et Aimé Solange Digma. C'est un panel qui réunit toutes les confessions religieuses et les garants de la tradition en vue de mettre en exergue les concepts religieux et traditionnels de promotion et de protection de la vie humaine de la conception à la mort. Le but ultime est d'éveiller les consciences sur la vulnérabilité de la vie humaine et la nécessité de la protéger. L'initiative est de l'association catholique Vim Koroshi. Nous attendons qu'il y ait une grande adhésion de tout le monde. J'ai dit de toutes les confessions religieuses et coutumières, de tout être chrétien, musulman, animiste, à pouvoir avoir un sursaut d'orgueil quant à l'éveil de cette conscience naturelle et à choisir de promouvoir et de lutter pour la sauvegarde de la vie. Experts traditionnels et religieux, tous sont unanimes sur la sacralité de la vie. Ils donnent ici les méthodes et les techniques de promotion et de protection de la vie face au concept actuel de développement et de mondialisation. L'avortement est légal pour les cas de viol, quand la santé de la maman est en jeu. Mais maintenant, on veut que pour toute raison, celui qui veut puisse avorter. Et ça va amener vraiment une hécatombe dans la mesure où pour un rien, les gens vont se mettre à avorter. Pourtant, il faut aller plutôt travailler à encadrer les comportements sexuels parce que c'est ça le problème. Donc, je suis très contente que les communautés se mobilisent pour pouvoir faire face à cette problématique. Créée en réponse au projet de loi portant légalisation de l'avortement au Burkina, soumis à l'Assemblée nationale en 2017, l'association catholique Vim Koroshi se veut un outil de propagande qui défend la vie. À Dédougou, l'Union des femmes pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale, désormais reconnue officiellement, peut mener sereinement ses activités. Les associations membres de l'Union reçoivent leur récépissé des mains du ministre en charge de l'Éducation nationale ainsi que des vivres. Le tout en présence de Yves Rwamba et Hélène Sebogo. Elles sont organisées en coopératives et groupements. Elles sont membres de l'Union des femmes pour la paix et la cohésion sociale du Moun et exercent des activités génératrices de revenus. À travers cette remise de récépissé par le ministre en charge de l'Éducation nationale, ces 40 associations féminines peuvent désormais travailler selon la réglementation. La femme n'est pas dépensière organisée et dès qu'elle a des ressources, donc, elle pense immédiatement à sa famille, à ses enfants. C'est ainsi que j'ai contribué à le faire avec beaucoup de joie. Je vais continuer parce qu'il y a d'autres associations qui attendent. Depuis un certain temps, les anciens documents des associations, des groupements étaient caducs.
Donc il a fallu maintenant concevoir de nouveaux documents qui vont répondre aux normes OHADA. Leur précieux sésame en main, ces femmes sont reconnaissantes à leurs donateurs qui leur enlèvent par ce geste une épine des pieds. On a reçu des matériels, en même temps des récépissés, des sociétés coopératives, puisque le gouvernement avait demandé à toutes les associations de se mettre dans la loi OHADA. Vraiment, on est vraiment content concernant les soutiens que le ministre Ouattara vient de nous donner. Outre les récépissés, le ministre en charge de l'Éducation nationale offre du matériel ménager et des motopompes aux associations féminines. 40 tonnes de vivres sont également remises par le ministre, dont 10 tonnes sont destinées aux élèves déplacés internes de Dédougou. Et c'est tout Imasgo qui affiche sa gratitude envers un fils du village pour une action citoyenne salutaire, celle de subventionner 2000 CNB au profit des habitants de la commune rurale. Un geste qui contribue à la sécurisation de la nation selon le donateur Laurent Gansouré. La fin de l'opération est suivie pour nous par Souleymane Sanou et Issa Kanana. Est-ce qu'avant cette CNB-là, tu as eu des difficultés? Oui, j'ai eu des difficultés. Je voulais voyager, mais sur la route, il m'a arrêté que je devrais prendre une CNB. Ces désagréments sur la route sont désormais un souvenir pour Dieudonné Bachono, élève dans la commune de Imasco. Carte nationale d'identité burkinabé en main, il pourra désormais circuler en toute liberté. Une joie partagée par 2000 personnes de la commune, également bénéficiaires de la carte nationale d'identité burkinabé. Des CNIB subventionnés à hauteur de 5 millions de francs CFA par cet homme, Laurent Gansonré, natif de la localité. La plupart du temps, pour qu'ils puissent rejoindre l'autorité, c'est compliqué. Et deuxièmement, la peur d'aller vers l'autorité aussi s'impose. Nous avons pensé qu'il était idoine quand même de les accompagner dans notre façon de pouvoir émettre ces pièces d'identité-là pour eux. Plus qu'un acte administratif, la carte nationale d'identité burkinabé ouvre la porte à des affaires pour les populations. Selon le patron de la cérémonie, par ailleurs, président de la Chambre consulaire régionale de commerce du Centre-Ouest. Aujourd'hui, il y a beaucoup de microcrédits, il y a beaucoup de petits banques, il y a certains trucs que le gouvernement a fait. Mais si tu n'as pas de papier, tu n'as pas de papier d'identité, tu n'as pas de carte de naissance, est-ce que tu vas faire comment pour profiter de ces bénéfices-là? Donc ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est bien avec nous des opérateurs économiques. Cette subvention de CNIB en faveur des populations est un geste qui vient s'ajouter à d'autres actions déjà menées par le donateur Laurent Gansonré pour le développement socio-économique de sa commune Imasgo. C'est le marché de prédilection des touristes et autres voyageurs de passage au Burkina Faso. Sur le marché des objets d'art, les affaires se chiffraient facilement en millions de francs CFA, mais c'était avant que l'insécurité et le Covid-19 ne dictent leurs lois. Actuellement, les acteurs passent leur journée à scruter l'horizon dans l'espoir de voir venir un client perdu, confie-t-il à Jean-Eudes Bayala et Oumou Sissé. Il est 11h ce vendredi lorsque nous nous rendons au marché communément appelé Bagdad. Marché jouxtant le canal non loin du rond-point des Nations Unies. Pas un seul client à l'horizon. Dans sa boutique d'objets d'art, Jean le maroquinier passe le temps à écouter les informations à la radio. C'est devenu son quotidien car les clients se font rares. Moi j'ai fait au moins 6 mois comme ça, je n'ai même pas gagné 100 francs ici. Donc je sais que c'est pas moi cher. Donc vraiment on ne sait pas comment on va faire. Comment faire? C'est la question que se pose aussi cet artiste peintre. Le regard triste, il nous relate son quotidien depuis le début des crises sécuritaires et sanitaires au Burkina Faso. Les touristes qui étaient ses premiers clients ont déserté le pays des hommes intègres. Conséquence, aucune commande. Depuis que le coronavirus même a commencé, je peux dire que bientôt ça fait au moins 4 mois de là. On n'a rien vendu. Autre lieu, même réalité. Des objets d'art en bronze de différentes dimensions attendent preneurs. Les affaires tournent mal pour ces bronziers. Depuis que Corona là est là, vraiment le marché, ça va plus. Puisque vu qu'il n'y a plus des étrangers, avant c'était les étrangers, les blancs
c'est eux que nous aussi on arrive à bien vendre. Depuis que les choses ont attaqué ici et que les frontières sont fermées, il n'y a plus d'avions. Vous savez, bon, les objets d'art, même si nos parents payent, même s'ils payent, c'est pour de nos blancs. Mais le blanc ne vient pas. Oui, donc vraiment, c'est la catastrophe. Dans ce marché d'objets d'art, difficile pour les artistes bronziers. Mais certains, à l'image de Sidi Moktala Mohamed, arrivent à tirer leur épingle du jeu. Les Burkinabés aussi commencent à consommer pour décorer leur maison et puis encore pour des trophées et puis des dons et au niveau des services aussi. Pour conquérir le marché national, ces artistes bronziers fabriquent des pièces à la portée du Burkinabé moyen. Ça varie entre 1000 à 1 million, ça dépend du client. Oui, c'est pas cher. Bon, les gens disent, quand ils vont dire, oh, ça c'est pour les blancs. Ces artistes bronziers, peintres et maroquiniers sont inquiets quant à la survie de leurs activités. Leur regard est tourné vers les autorités pour une éventuelle solution à leurs problèmes. Car travailler le bronze, le cuir et peindre, c'est ce qu'ils savent faire le mieux. On s'arrête ici pour les actualités dans cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. L'information revient à 23h avec Amandine Lalsaga. Moi, je vous souhaite une très belle soirée et une très bonne reprise de travail pour demain.